1918, c'est la fin de la Première Guerre mondiale. Les deux puissances d'alors, la France et la Grande-Bretagne, se partagent le monde. L'Afrique n'y échappe pas, le Togo non plus. D'un côté, le Togo français et ses 56 000 km², de l'autre, la partie britannique du pays. 40 ans plus tard, ce dernier est rattaché à la Gold Coast, l'actuel Ghana. Pendant ce temps, la partie francophone du pays, placée sous mandat de l'ONU, évolue auprès du Dahomey voisin. La vie politique togolaise s'organise alors avec un objectif, l'indépendance. Mais comment y parvenir? « 9 avril 1946, le premier parti politique au Togo voit le jour. C'est le Parti togolais du progrès. Ses partisans militent pour l'intégration du pays dans l'Union française. À sa tête, Nicolas Grunitzky. Né le 5 avril 1913 à Tapamé d'un père juif polonais et d'une mère togolaise, cet ingénieur de formation est partisan d'une indépendance par étapes et en douceur. Rappelons qu'il était métis. Son père est un Polonais blanc, donc c'est le fils d'un Européen, donc peut-être qu'il avait ses acquaintances, disons, sanguines, hein, avec la France, qui l'empêchait donc de laisser partir le colon facilement. D'un côté le PTP, de l'autre le CUT. Créé en 1936, le Comité de l'unité togolaise prône l'indépendance immédiate. Sylvanus Olympio assure le secrétariat général du parti, Augustino da Souza le préside. Il y a certaines grosses têtes qui viennent chez le grand-père et ils s'enferment, discutent longtemps et ils sortent. Et après, aux réunions, on voit ces messieurs-là sur les tribunes. C'est là qu'on s'est dit, nous jeunes, on a compris que c'est le parti politique qui venait se réunir chez notre grand-père. 30 août 1956, la RAT, République autonome du Togo, est proclamée. Mais l'autonomie n'est pas l'indépendance. Plusieurs secteurs restent dirigés depuis Paris. À l'époque, avec la République autonome, c'est-à-dire que ce n'est pas totalement, c'est pas tous les pouvoirs qui étaient dévolus aux responsables togolais, dans la mesure où la défense, les affaires étrangères étaient toujours gardées par la métropole. On avait un Premier ministre qui pouvait donc organiser la gestion du pays avec la collaboration notamment de la France. Cette autonomie interne, par rapport à la revendication des nationalistes togolais à l'époque, n'était pas la vraie indépendance. Donc ils ont contesté cette autonomie en disant que non, que n'étant pas une colonie française, ils réclament leur indépendance. Un référendum est organisé par la France. Souhaitez-vous intégrer l'Union française ou rester sous la tutelle des Nations Unies? Les Togolais se rendent massivement aux urnes pour répondre à la question. Dans les rues de Lomé, une tendance se dégage déjà. Le gouvernement de la République autonome avait organisé une grande manifestation au stade municipal de Lomé. Au cours de cette manifestation, quand on a voulu hisser le drapeau du Togo, de l'autonomie interne, qui était un drapeau vert avec 2 étoiles, une étoile dans les 2 coins, une représentant le nord, une représentant le sud. Alors les nationalistes, les jeunes nationalistes se sont précipités sur le drapeau, ils l'ont arraché. On n'a pas pu hisser le drapeau. Et pendant ce temps, il y a un petit groupe qui est monté à la tribune pour dérouler une banderole pour dire que c'est l'indépendance que veulent les Togolais. Le CUT remporte le référendum du 27 avril. Les Togolais veulent l'indépendance immédiate. Ils ont entendu l'appel de Sylvanus Olympio. Tout le monde criait, c'était la joie. C'était la joie. Sylvanus Olympio est le nouvel homme fort du pays. Il est désormais à la tête d'un Togo libre et souverain, mais il ne proclamera l'indépendance que 2 ans plus tard. Le Togo devait 800 millions à la France. Mais dans la vision politique, économique du Premier ministre d'alors, il voulait absolument rembourser ses dettes avant de proclamer l'indépendance. Et il avait demandé qu'on lui donne 2 ans. Parce que l'indépendance, pour lui, c'est de ne plus dépendre de l'extérieur. Donc c'est le sens qu'il voulait donner aussi à l'indépendance. Si bien que le 27 avril, quand le Togo a proclamé l'indépendance, le Togo ne devait pas un seul franc à qui que ce soit. 27 avril 1960, l'indépendance, au sens que lui donnait Sylvanus Olympio, est proclamée.
il y avait au moins 56 ou sinon une soixantaine de délégations qui étaient là pour assister à l'indépendance du Togo. Délégations étrangères, hein, y compris même la Chine, la Russie, l'Allemagne, les États-Unis. Un an plus tard, Olympio est élu président de la République en battant son adversaire de toujours soutenu par la France, Nicolas Grunitzky. Sa première visite officielle à l'étranger, une fois que le Togo était indépendant, il était allé en Allemagne, à Bonn, avec le chancelier Adenauer à l'époque. Et vous imaginez à l'Élysée la tête qu'on faisait, un petit pays comme le Togo qui était donc sous le giron de la France, sous mandat français, et pendant longtemps, devient indépendant et son chef d'État va d'abord chez les voisins, les Allemands qui sont donc les Boches, comme on dit, les ennemis jurés de la France. Si l'année 1961 voit Sylvanus Olympio devenir le premier homme de l'État, elle est aussi celle de la montée de contestation naissante. Le président de la République est accusé de verser dans la dérive. Les gens de la Juventus, le parti politique qui a aidé le CUT, le comité de l'unité togolaise, à accéder au pouvoir en 60, en 58 d'ailleurs, gagner les élections en 58, mais le président Olympio les a fait mettre en prison. Ce que je crois, il n'a pas pardonné à la Juventus, le fait d'avoir quitté le camp des nationalistes et plus tard se rallier au Parti togolais du progrès et les autres, bon, il n'a pas apprécié cela. En fait, Olympio ne supportait pas la contradiction, il ne voulait même pas d'opposition. Un peu plus, il allait devenir un autocrate. Le climat se détériore. Le 13 janvier 1963, Sylvanus Olympio est assassiné. Le soir, il était passé ici, l'après-midi du 12 janvier, la veille donc de sa mort. Et mon père lui parlait de cette histoire de coup d'État. Et Olympio a balayé ça du revers de la main en disant, mais non, comment nos petits jeunes frères qui viennent de revenir d'Algérie et d'Indochine avec la France, comment est-ce qu'ils peuvent penser nous renverser? La raison qu'elle souvent évoquée, c'était l'intégration des demi-soldes qui sont venus d'Algérie et d'Indochine à l'époque et qui voulaient leur intégration dans l'armée togolaise. Olympio n'a jamais pensé que les militaires pouvaient, disons, lui faire mal, enfin, prendre le pouvoir comme ils l'ont fait. Il pensait que le Togo n'avait pas besoin d'une force militaire ou bien qu'il fallait tout juste avoir une police bien entraînée, bien formée pour assurer la sécurité des citoyens. Ce sont les demi-soldes qui ont fait cette insurrection. Finalement, ça s'est sorti par son assassinat. Le pouvoir revient alors à Nicolas Grunitzky. 4 années durant, il dirige le pays. Et 4 ans après le coup d'État qui a coûté la vie à Sylvanus Olympio, Grunitzky tombe à son tour. Ce qu'on lui reprochait, c'est de ne pas décider. C'est un homme qui acceptait un peu pratiquement toutes les propositions de tout le monde. Il ne savait pas trancher en fait, c'est ce qu'on lui a reproché. Comme on dépendait trop de la France à l'époque, il a dit, bon, il va pratiquer une politique de la porte ouverte. C'est-à-dire que tous les pays qui peuvent venir au Togo faire des affaires peuvent venir. Et quand on poursuit parfois 2 livres à la fois, ça ne va pas. Il fallait qu'à un moment donné, il tranche. Et il était pro-français et on le reprochait beaucoup. Les nationalistes étaient beaucoup plus nombreux, effectivement. C'est ce qui amènera finalement le président Yadema, qui était devenu chef d'état-major en temps de l'armée togolaise. Et le 13 janvier 1967, il a déposé le président Grunitzky. Le colonel Dadjo, ancien sous-officier de l'armée française, est porté au pouvoir, mais pour quelque temps. Et il avait confié au colonel Dadjo, qui est devenu président, une mission de réconciliation aussi. Le président Dadjo n'a pas réussi à faire la réconciliation des Togolais. En avril, il sera déposé encore par le président Yadema. Donc ce sera son 3e coup d'État. Étienne Yadema naît le 26 décembre 1935 à Piaké. Ses parents sont paysans. Dès 1953, il s'engage dans l'armée française. Il a alors 18 ans. Après avoir combattu au Dahomey, en Indochine, en Algérie et au Niger, il revient au Togo en 1962. C'est un homme très déterminé. C'est un homme très courageux aussi. Mais c'est quelqu'un qui n'aime pas la contradiction. Parce que s'il a ses convictions donc établies et que tu tentes donc de le raisonner, donc je pense qu'il s'énerve vite.